Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le Sénégal, désormais membre des pays producteurs de pétrole, Woodside, l'opérateur australien, a annoncé ce mardi la production du premier baril de pétrole, une nouvelle ère pour l'industrie sénégalaise, selon le gouvernement. À quelques jours de la Tabaski, les pères et mères de famille encore à la recherche de moyens pour assurer les nombreuses dépenses. Les aides sociales en provenance des mairies permettent aux ménages de joindre les deux bouts, vous le verrez dans cette édition. Dans les foirailles, les agences du service d'hygiène veillent au grain, des missions d'inspection du bétail et des tout de suite avec le décès de Mansour Dian, une figure de la presse sénégalaise et notamment de la presse People, fondateur d'Icon Magazine. Mansour Dian, professionnel de l'édition, a tiré sa révérence ce 11 juin. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Sa levée du corps est prévue ce mercredi à partir de 11h et le groupe Futur Média présente ses condoléances émues à sa famille. Ce 11 juin, je vous l'annonçais en titre, le Sénégal vient d'entrer dans le secteur restreint des pays producteurs de pétrole. Woodside, l'opérateur australien actionnaire majoritaire dans le champ offshore de Sangomar, a annoncé la production du premier baril d'or noir. Les autorités sénégalaises, pour leur part, parlent d'une nouvelle ère pour l'industrie sénégalaise. Le compte-rendu est d'Abdourahmane Diallo. Le Sénégal vient d'entrer dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Woodside, opérateur australien et actionnaire majoritaire dans le champ offshore Sangomar, situé au large de Dakar, a indiqué avoir procédé à l'extraction des premières gouttes de pétrole du pays. Cet événement constitue un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside, selon Meg Oney, patron de Woodside. La première phase du développement de ce champ comprend une installation autonome de production, de stockage et de décharge en mer. Elle est située en eau profonde avec une capacité nominale de 100 barils par jour, reliée à des infrastructures sous-marines conçues pour permettre des phases additionnelles de développement, souligne Woodside. Le projet Sangomar est mené par la co-entreprise Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond, qui est composé de Woodside avec une participation de 82% et la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen, qui détient des parts de 18%. L'estimation du coût de la phase 1 du projet de développement du champ Sangomar reste avec la fourchette prévu de 4,9 à 5,2 milliards de dollars américains, soit plus de 3 000 milliards de francs CFA. Selon les nouvelles autorités, le début de la production du pétrole de Sangomar marque une nouvelle ère pour l'industrie, l'économie de notre pays et pour nos populations. C'est le résultat et l'engagement des différentes équipes qui ont travaillé de manière acharnée pour relever les défis et atteindre les objectifs stratégiques dans un environnement complexe et exigeant. Avec la phase 1 du développement du champ Sangomar, les investisseurs misent sur 23 puits, à savoir 11 puits de production, 10 puits d'injection d'eau et 2 puits d'injection de gaz. Le champ consiste à un FPSO nommé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président de la République du Sénégal. Le FPSO est amarré à environ 100 km au large des côtes sénégalaises avec une capacité de stockage de 1 300 000 barils. Annoncé en titre en cette veille de Tabaski, le service d'hygiène sillonne Dara et Foirailles pour inspecter le bétail et pour cause, nombreux sont les moutons qui présentent des maladies et constituent dès lors un risque majeur de consommation. Les agents de l'hygiène misent sur les visites de proximité également pour sensibiliser les consommateurs. Cheikh Anta Diop, Seylatia.
À une semaine de la Tabaski, les agents du service de l'hygiène de Thiès et de Ngaye Mékhé sont en train de faire des patrouilles au niveau de tous les lieux de vente de bétail, aussi bien dans les loumas que dans les endroits qui sont agréés pour davantage sensibiliser les vendeurs de moutons et acheteurs sur des aspects très importants. On doit d'abord savoir est-ce que l'animal est bien portant. Donc si on a un animal qui est malade, c'est sûr qu'on va conserver aussi une viande fiévreuse. Donc ça veut dire que la contamination initiale peut avoir des répercussions même sur la conservation de la viande. Cette tournée présente des fenêtres d'opportunité pour sensibiliser les femmes de ménage afin qu'elles prennent conscience de la nécessité de bien conserver la viande dans les réfrigérateurs. Le froid doit être précoce. Donc en principe, on peut tolérer jusqu'à 12 heures de temps pour pouvoir vraiment procéder à la conservation de la viande de Tabaski. Et maintenant, il y a un dernier critère qui est extrêmement important, qu'on n'a pas l'habitude aussi d'observer. Le froid doit être contenu. Donc il ne doit pas y avoir d'arrêt par rapport à la conservation de la viande. Donc, parce que souvent la partie qu'on voit souvent avec les charges liées à l'électricité, souvent les gens ont l'habitude d'éteindre la réfrigération. Donc c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Donc un produit décongelé ne doit jamais retourner au niveau de la chaîne de froid. Donc c'est vraiment toutes ces informations qu'on est en train présentement de véhiculer au sein des ménages. Donc on conseille aussi aux ménages de faire des conservations par portion. Donc parce que le froid aussi, il y a un principe qui est important à respecter, c'est le principe de la marche en avant. Nous faisons la sensibilisation pour au moins la consommation d'une viande qui est sûre et qui ne va pas causer de maladies au niveau des populations. Les vendeurs de moutons, acheteurs et femmes de ménage sont bien avertis. Et à l'approche de la Tabaski, vous êtes nombreux à n'avoir qu'une seule préoccupation, celle de sacrifier au rituel d'abord et d'arborer de belles tenues le jour de la fête, une fête qui donne lieu à de l'effervescence sur les marchés. Toutefois, de l'avis des personnes interrogées, le bétail est loin d'être abordable et le nécessaire qu'il faut pour se vêtir n'est pas encore à la portée de toutes les bourses, à telle enseigne que de nombreux ménages ont recours aux aides sociales pour satisfaire la demande familiale. Le point avec Habib Faye. Tabaski, on y est presque. Ces pères de famille remuent ciel et terre pour satisfaire les besoins familiaux. Ils sont confrontés à la conjoncture actuelle. Rien ne va dans ce pays, mais nous rendons grâce à Dieu. Il faut organiser ses dépenses, car la vie est dure. Nous devons acheter un mouton, assurer les tenues de fête et aider mes frères et sœurs. Nous sommes confrontés à la conjoncture actuelle. Il y a des pères de famille qui ne peuvent pas avoir un mouton. Donc ils doivent comprendre que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une obligation pour eux d'immoler un bélier, car le prophète l'a fait à leur place. Babacar est un conducteur de moto Jakarta. Chaque jour, il sillonne les artères de la ville pour livrer ses commandes. Il se dit prêt à fêter l'Eid. On ne peut pas dire que l'argent ne circule pas. Seul le travail paye. Je m'en sors très bien. Les charges familiales sont souvent lourdes à supporter, mais nos interlocuteurs invitent les autres parents à la retenue. Que les parents reviennent sur terre. Il ne faut pas dépenser toute son économie en une journée. La vie actuelle au Sénégal est très dure. Il faut crier, mais Dieu est au contrôle. Nous avons bon espoir. Pékin Ouest est une commune de la banlieue dakaroise composée de 23 quartiers. Et pour soulager les populations, la municipalité a entamé la distribution des aides sociales pour la fête. 60 kits qui seront distribués chez le délégué de quartier. Il ne veut pas que les gens viennent encombrer la mairie, se bousculer vraiment pour prendre des kits. C'est vrai qu'on est en période de vache maigre, mais là aussi, vous savez, si vraiment on vous dit qu'on peut nourrir toute la population, là, ça va être très difficile. C'est en fonction de la population des quartiers et on a préparé 2000 kits. Et ces 2000 kits-là seront répartis en fonction au prorata de la population de chaque quartier. 2000 kits aux nécessiteurs, c'est un kit par famille évidemment. On a eu à faire une commande qui est tournée autour de, disons, 10 millions hors TVA. À quelques jours de la Tabaski, certains parents peinent à joindre les deux bouts pour subvenir aux besoins de leur famille. La conjoncture est passée par là.
tandis que d'autres font recours aux aides sociales pour pouvoir passer une bonne fête avec leurs enfants. La paroisse Sacré-Cœur de Mbacké a fêté le Sacré-Cœur de Jésus ce dimanche. À l'instar de toute l'église catholique dans la capitale du mouridisme, au cœur du Baol, est implantée cette église vieille de 54 ans, une communauté chrétienne qui vit en parfaite harmonie avec les musulmans. D'ailleurs, c'est avec le soutien du khalife général d'alors, Serigne Fallou Mbacké, que le lieu de culte a été érigé sur un terrain qui avait été gracieusement cédé par la communauté libanaise, les premiers chrétiens de Mbacké. La messe a été célébrée ce dimanche par un fils du terroir. Il s'agit d'abbé Jean-Pierre Namerck Bass. Les détails, c'est avec Daniel Diouf. Mbacké, en plein cœur du Baol, en terre mouride. Ici, l'église est cinquantenaire. Cette bâtisse a été construite il y a 54 ans sur une parcelle cédée par une famille libanaise, parmi les premiers chrétiens. Avant sa construction, les célébrations se faisaient dans les maisons ou dans le cinéma de la localité. À Mbacké, l'église a été construite vers les années 1970. Mais avant même qu'elle ne soit construite, Monseigneur François Xavier a eu à contacter en ce moment-là avec une délégation. Voilà le khalife général qui était là, Serigne Fallou. Voilà, pour lui dire un peu le souhait de la communauté chrétienne d'avoir une église, un lieu de culte à Mbacké. Et le khalife s'en est réjoui et vraiment il a beaucoup apprécié. C'est donc sans hostilité confessionnelle que l'église s'est implantée à Mbacké depuis plus d'un demi-siècle. Même si, jusqu'ici, ils sont peu à savoir et même à croire qu'il existe une paroisse baptisée paroisse Sacré-Cœur depuis 47 ans, par feu Monseigneur François Xavier Ndione, le premier évêque de Thiès. À chaque fois qu'on parle de l'église de Mbacké, il y en a qui sont surpris. Voilà, ils se disent qu'à Mbacké, il y a une église, voilà, c'est surtout en milieu mouride. Voilà, mais ceux qui ne savent pas, nous leur disons que vraiment l'église à Mbacké est là et elle est vivante. Nos relations de voisinage avec les musulmans vraiment sont comme les autres relations par rapport aux autres chrétiens qui sont dans le Sénégal. Donc nous avons de très très bonnes relations. Vraiment, tout se vit vraiment dans la fraternité ici à Mbacké. Cette 47e édition de la fête patronale de l'église Sacré-Cœur de Mbacké a été présidée ce dimanche par ce fils du terroir, abbé Jean-Pierre Namerck Bass, premier prêtre de Mbacké, qui a eu l'honneur de délivrer aux fidèles le sens du Sacré-Cœur dans la liturgie. Frères et sœurs en Christ, célébrer le cœur sacré de Jésus, c'est célébrer la naissance de l'Église. On parle alors de Jésus comme le nouvel Adam et de l'Église comme la nouvelle Ève, l'Église qui est née de son côté transpercé. Jésus est ainsi l'époux de l'Église. Le côté transpercé de Jésus, d'où jaillir l'eau et le sang, est aussi le signe de la fécondité de son sacrifice, car il est la source d'où sont nés les sacrements de l'Église. Nous ne pouvons pas être sous le patronage du cœur sacré de Jésus et avoir des cœurs remplis de haine, de jalousie, de méchanceté et de médisance. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à retenir ces deux mots et à en vivre: amour et miséricorde. L'histoire de l'église de Mbacké ne peut être contée sans cet homme, Pape Diago, Pierre Ambroise Mendy, de son vrai patronyme. Il est le sacristain de la paroisse, au service exclusif de l'église depuis 37 ans, d'où ce diplôme d'honneur et cette enveloppe. Merci Daniel Diouf. Délimiter les terroirs afin d'en assurer une meilleure exploitation de leur potentiel, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Tidiane Sidibé est directeur de l'agence. Il a parlé à nos reporters en marge d'une rencontre tenue à cet effet. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Ngoné Diop. Les problèmes de limites territoriales sont assez important au niveau des dirigeants de nos collectivités territoriales. L'essentiel des demandes que nous recevons de nos collectivités territoriales, c'est la délimitation et la définition de leurs limites. Souvent, l'imprécision de ces limites retarde la mise en œuvre de
énormément de projets de développement. Si vous prenez un investisseur qui arrive sur une surface et qui veut implanter une industrie par exemple, et que un conflit existe entre deux collectivités territoriales, l'investisseur est obligé d'attendre que ce conflit soit réglé pour mettre en place ce projet. Vous imaginez le nombre de temps que l'on perd et souvent les investisseurs sont découragés et retournent le projet ailleurs. L'autre sujet, c'est la définition des schémas d'aménagement, que ce soit des schémas d'aménagement départementaux, communaux ou des schémas d'aménagement, développement des zones spéciales ou des zones différées. Nous avons voulu faire cet atelier, nous allons voulu faire ce programme pour en fait harmoniser l'élaboration de ces différents documents de planification spatiale. La commune de Diama a abrité ce mardi la deuxième journée des consultations nationales sur les entreprises et les droits de l'homme. Objectif de ces journées, une meilleure orientation des politiques publiques en direction des entreprises naturellement, mais aussi de leurs ressources humaines. À Saint-Louis, la rencontre a servi de prétexte pour se pencher sur le secteur de l'agrobusiness, un secteur en pleine expansion et dans lequel les droits des travailleurs ne sont pas toujours respectés, nous disent Ousseynou Diop et Habib Sek dans ce reportage. Les acteurs judiciaires ont entamé la deuxième étape des consultations nationales sur les entreprises et les droits de l'homme. L'objectif fondamental de ces consultations est d'aider les États pour que les multinationales respectent les droits des communautés. Il faut imaginer que toute activité de l'entreprise qui viole un droit humain fait partie de ce que nous avons. C'est pourquoi on travaille, notamment toutes les questions, par exemple, de licenciement au sein des entreprises, de tout ce que vous voulez, le droit social, le droit environnemental, le droit pénal. Ces consultations nationales entamées par le gouvernement sénégalais permettront de mettre en place un plan d'action. Elles visent à un respect des droits humains dans toutes les entreprises. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais il a été constaté la récurrence de conflits, donc opposant d'un côté les entreprises, de l'autre les communautés, y compris donc les travailleurs. Raison pour laquelle il a été jugé nécessaire de mener ces consultations en vue donc de trouver des solutions à ces difficultés notées. Le programme des Nations Unies pour le développement compte accompagner l'État du Sénégal dans le processus. Le plan d'action nécessite dans sa méthodologie de consulter les populations, d'avoir une situation de référence. C'est un document de planification pour lequel il faut des consultations avec toutes les parties prenantes, que ce soit les populations, que ce soit les entreprises. Après Thiès et Saint-Louis, Kédougou sera à l'honneur pour accueillir ces consultations nationales prochainement. À Mour, les autorités en charge de l'éducation appellent à la promotion de l'excellence au sein des écoles. Pour elles, la grande finale de Génie en herbe qui s'est tenue hier à l'Institut Jean-Bart de Saly montre à suffisance que le Sénégal dispose de bons élèves qui méritent d'être accompagnés. Pour cette 35e édition, Astumben Choub, journaliste au groupe Futur Média, et Babacar Ngom, président de la Fédération nationale de judo et des disciplines associées, étaient respectivement marraine et parrain de l'édition. Le compte-rendu est signé d'Aïmati Dian et Mamadou Gueye. Le résultat dépasse les attentes. Cette finale de Génie en herbe entre le groupe scolaire Étienne et Monique et celui de Kermajor est une parfaite illustration de la bonne qualité de l'école sénégalaise. Nous sommes conscients que c'est une activité aussi qui participe de l'amélioration de la qualité des enseignements, apprentissages et la performance des élèves. C'est pourquoi nous tenons toujours à faire plus et mieux, n'est-ce pas, pour accompagner nos élèves. La preuve, parmi ces élèves, vous verrez à la fin de l'année, après les grands concours, il y aura certaines d'entre elles qui seront en tout cas admises. Le choix porté sur les parrains de cette édition n'est pas aussi fortuit, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 1. La marraine, Madame Astumben Choub, ici présente, et le parrain, M. Babacar Ngom. Je voudrais les remercier de leur présence et de l'accompagnement. J'avoue qu'elles ont fait de cette journée une très belle journée. D'ailleurs, cette marraine, en l'occurrence Astumben Choub, souhaite que ses enfants génies dans les écoles soient mis au devant de la scène. Grande joie de voir Mame Thierno Birahim, Ndamal Darou, dans sa vivacité, Ramatoulaye
très posée, mais très expressive. Il y a aussi Mohamedou Fadel, il y a aussi Yahya Diop, le meilleur marqueur aujourd'hui avec l'équipe de Kermadjor. Yahya Diop, nous avons connu Yahya Diop, lutteur, grand champion. Aujourd'hui aussi, nous avons vu Yahya Diop, grand champion de Guinée-Adam. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion, c'est avec beaucoup de joie que j'ai regardé ces enfants-là. Et nous avons le devoir de montrer ces enfants-là en exemple, qu'ils puissent servir de référence aux autres. Cette grande finale de génie en herbe a été remportée par l'équipe de l'école Étienne et Monique qui bat Kermadjor 285 sur 240 points. L'ambiance était aussi au rendez-vous. Le village de Dagadaour et environ dans la commune de Ngatch-Naoudé souffre d'une absence d'électricité. Le forage, de même que la mosquée et le poste de santé, n'arrivent pas à fonctionner correctement faute de courant. Des infrastructures sanitaires et des pistes de production font également partie des doléances des populations. Ces populations justement ont arboré des brassards rouges lors d'un rassemblement au cours duquel elles ont interpellé les nouvelles autorités face à cette situation. Ousmane Dem et Tcherno Diallo. Daga Daour, Daga Silati, en passant par Daga Ngoursar et Daga Djamagen, les populations sont massivement sorties pour faire part de leurs préoccupations. Nous avons donc des difficultés dans le cadre donc de l'électrification de notre village. Déjà, il y a pas mal d'investissements que nous avons ici. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'électricité donc reste une nécessité incontournable pour tout développement et pour toute vie humaine. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui en tant que citoyens sénégalais lambda qui avons droit donc à l'électricité donc pour pouvoir donc lancer un cri de cœur. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures sanitaires adéquates et des pistes de production. Nous demandons à ce que la case de santé qui reste depuis des années non fonctionnelle soit érigée en poste de santé. Nous rappelons les autorités étatiques que nous voulons une piste de production pouvant nous relier de la route nationale numéro 1 et de notre chef-lieu départemental qui est Guinguinéo. Les populations de Dagadaour demandent dans la foulée la reprise des travaux de construction du centre de formation technique qui a été attribué à ce village. Un centre de formation professionnelle et technique a été attribué au village de Dagadaour. Et le site a été même identifié par la municipalité. Puis une délégation de l'inspection d'académie de Kaolack était même venue au village pour effectuer une visite de terrain pour éventuellement préparer l'ouverture. Cependant, nous avons peur que cet établissement soit construit ailleurs, car jusqu'à présent, rien n'a été concrétisé dans ce sens. Raison pour laquelle, sous l'ère du Djoubel Djoubenti, nous demandons au ministre de la formation professionnelle de s'enquérir de la situation afin que la lumière soit faite sur le blocage du centre de formation professionnelle et technique de Dagadaour. Les habitants de Dagadaour démentent l'information selon laquelle ils auraient réclamé des indemnités pour l'implantation des poteaux électriques dans leur champ dans le cadre d'un projet d'électrification du village. Environ 500 enregistrements sonores datant de la Première Guerre mondiale remis symboliquement à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire. Ces archives viennent d'étudiants allemands, des sons en Wolof, en Maure et dans d'autres langues africaines. Les chercheurs de l'IFAN vont se charger de l'exploitation de ces archives. La remise a eu lieu ce mardi matin et c'était en présence de nos reporters Aminata Mbaresso et Maudou Diop. Ces éléments sonores, quelques extraits de tirailleurs africains détenus dans des geôles allemandes. Ces enregistrements sonores remontent à la Première Guerre mondiale. Donc ces enregistrements avaient été réalisés pendant la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918 et l'objectif derrière c'était un projet linguistique. Près de 500 archives sonores mises à la disposition de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Parmi ces extraits sonores, on peut entendre des voix en Wolof, mais aussi en Maure. Ici, par exemple, au niveau du Sénégal, il y a le Wolof, il y a le Pulaar, il y a le Maure, mais il y a aussi d'autres... Quand on dit tirailleurs africains, ce n'est pas seulement des Sénégalais, mais il y a aussi
des langues baoulées, le Hausa, le Hassaniya, la Mauritanie. Il y a aussi le german et bien d'autres langues africaines. L'initiative de ces étudiants allemands, mettre en valeur ces archives, mais aussi lever un coin du voile sur les conditions de détention des tirailleurs africains au cours de la Première Guerre mondiale. Donc ils ont décidé de les remettre à l'Afrique parce que ces gens viennent des communautés africaines et puis aussi par rapport aux langues dans lesquelles ces enregistrements ont été faits. Et les chercheurs africains qui comprennent, qui parlent ces langues, seraient à mieux de pouvoir les exploiter, de pouvoir les valoriser. Au-delà de l'aspect scientifique, il y a également une question tout simplement humaine, une question sociale, parce que ces personnes appartiennent à des communautés. Ces communautés aussi ont besoin de savoir que sont devenues ces personnes qui sont parties de chez elles pour aller en Europe dans une guerre. Il y a certains qui ne sont pas revenus. Cette remise symbolique, une première étape, la suite sera consacrée à l'exploitation de ces archives sonores, des faits inédits qui en diront plus sur la Première Guerre mondiale et les conditions de détention des tirailleurs africains. Pour le 10e anniversaire de sa mort, des journées d'hommage ont été organisées par le programme OFF pour magnifier le travail acharné de Oumar Ndao dans le domaine de la culture, professeur de lettres à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dramaturge, metteur en scène. Oumar Ndao a su marquer l'histoire de la culture sénégalaise. Ainsi, les hommages se sont multipliés pour saluer sa mémoire et aussi sa carrière jalonnée de succès. Le reportage est signé Yaïkoum Maniaï. Le programme OFF a organisé un hommage au professeur Oumar Ndao pour commémorer l'anniversaire de sa mort et son legs. Ses collaborateurs, sa famille ainsi que d'autres personnes avec qui il partageait cette passion de l'art ont pris part à cet événement. Et c'est pour cette raison que cet hommage se déroule sur plusieurs sites. Il incorpore également plusieurs activités artistiques, du théâtre au cinéma en passant par les arts visuels, la danse, la musique. Et il commence ici, à la place des souvenirs, dont la vocation est celle d'un panthéon. Pour nous, c'est l'occasion de faire entrer son empreinte dans l'éternité. À travers la fresque que nous allons dévoiler à la fin de cette cérémonie, il s'agit de placer Oumar dans la catégorie, dans la galerie des figures artistiques et intellectuelles contemporaines du Sénégal les plus importantes. Très accessible et engagé, Oumar Ndao est un homme de culture qui a marqué son empreinte dans le monde des arts. Oumar, c'est un constructeur de passerelles. Passerelles à tous les niveaux. Passerelles artistiques, comme les passerelles humaines. Il avait la capacité de mettre les gens en jonction. Quel que soit justement son caractère parfois iconoclaste. Mais c'est justement cela qui faisait toute son originalité. La capacité de briser un peu les cloisons et d'essayer de tenter presque ce qu'on pourrait appeler l'impossible. Il faisait ses expérimentations artistiques et dans ses œuvres, on le retrouvait. Explorer les champs qu'on disait inexplorés jusque-là et en faire des œuvres réalisables. Fier de son père, son fils a retenu de l'homme un travailleur pétri de talent et rigoureux. C'est un hommage, un très bel hommage que ses amis lui rendent à nouveau. Et c'est des moments comme ça qui montrent encore l'esprit fédérateur qu'il avait. On se retrouve 10 ans après à travers sa mémoire pour magnifier son œuvre, célébrer sa vie et chanter ses louanges, mais également rigoler de son humour. C'était quelqu'un qu'on ne présenterait plus. Oumar Ndao n'a visiblement laissé personne indifférent pendant son séjour sur Terre. Tout le monde a reconnu sa grandeur et avec son décès survenu en 2014, le monde de l'art a perdu un de ses meilleurs professionnels. Assurément.
Chaque 11 juin est célébrée la journée internationale du jeu. Djiredji a abrité la célébration de cette journée dans la région de Sédhiou. Une initiative de Right to Play Sénégal. Khady Diouf est responsable de formation. Elle revient sur le sens et aussi et surtout l'importance de cette journée. Elle nous en dit plus au micro de Bakary Konté. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'être à Djiredji, dans le département de Sédhiou, afin d'organiser pour la toute première fois la journée internationale du jeu. Donc, ce fut une longue campagne qui a mené à l'aboutissement de cette journée, qui est une satisfaction particulière pour nous, étant donné que tout le monde sait que Right to Play est une ONG qui promeut l'apprentissage par le jeu, qui promeut le développement par le jeu. Donc, le Right to Play, avec ses partenaires, avec d'autres institutions phares comme le groupe Lego et la fondation Lego, et aussi des organisations qui travaillent dans la protection de l'enfance, telles que Plan International, telles que Save the Children, a mené une campagne auprès des Nations Unies. Et donc, cette campagne a été un aboutissement très particulier puisqu'elle a été votée à plus de 140 membres des Nations Unies. Donc, pour consacrer pour chaque année, le 11 juin, la journée internationale du jeu. L'objectif de l'ESH, c'est bien sûr faire connaître le droit de jouer aux enfants, de leur faire savoir que vous avez maintenant une journée entière où vous pouvez vous atteler à des jeux, que ce soit le sport, que ce soit les jeux ludiques. Avec un score de 31,37% aux élections européennes, la formation d'extrême droite est arrivée en tête des suffrages, ce qui a conduit le président Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer de nouvelles élections législatives. Le premier tour est fixé, vous le savez, au 30 juin prochain, le second au 7 juillet 2024. Deux Sénégalais, Omar Ba, adjoint au maire de la ville de Compiègne et membre du Conseil national du mouvement démocrate, le MODEN, mais aussi Diallo Yaya, membre du Parti socialiste français et de l'Internationale socialiste, se sont exprimés sur cette actualité. Abdoulaye Diop. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Pari fou ou extrême selon des analystes, le président français Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale française à la suite de la victoire du Rassemblement national lors des élections européennes. Il convoque ainsi de nouvelles élections législatives fixées au 30 juin pour le premier tour et au 7 juillet pour le second tour. Cette victoire de l'extrême droite suscite des inquiétudes chez Omar Ba, adjoint au maire de la ville de Compiègne et membre du Conseil national du MODEM, ainsi que chez Diallo Yaya, un membre du Parti socialiste et de l'Internationale socialiste. Moi, je suis inquiet. Étant démocrate, je suis inquiet. L'avenir de la France et comment, après le 7 juillet, si que la France ne rentre pas dans une zone de turbulence. Avoir le Rassemblement national gagner et nous diriger, c'est-à-dire avoir le Premier ministre et le gouvernement français à partir du 7 juillet, est quelque chose qui pourrait être dommageable, autant pour moi, pour notre République. Diallo Yaya considère que la dissolution de l'Assemblée est une erreur pour le président français. C'est pour cette raison, je pense que c'est pour cette raison que le président Macron a pu croire la dissolution pourra lui permettre d'avoir une majorité. Mais je pense que c'est une grosse erreur. Aujourd'hui, la France rentre dans une, comme je dis, c'est un avion qui est rentré dans une zone de turbulence. Dans cette même logique, Omar Ba estime que c'est à la fois une décision importante et dangereuse. Importante parce qu'il vient de dissoudre l'Assemblée nationale. L'ensemble des députés doivent repartir au niveau de leur circonscription pour encore une fois demander le suffrage de leurs électeurs. Dangereux parce que pour une fois et très sérieusement, les idées racistes, xénophobes, rétrogrades sont à quelques millimètres du pouvoir. Et peut-être même, je dirais, ont déjà mis un pied dans le pouvoir.
Ces deux hommes politiques français d'origine sénégalaise tirent des enseignements de ces élections législatives européennes. Ils espèrent que les Français ne porteront pas leur vote sur le RN, sur le Rassemblement national lors des prochaines élections législatives. Le dépôt des candidatures est prévu du 12 au 16 juin prochain. En sport, 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 zone Afrique. Le Soudan est allé battre le Soudan du Sud de 3-0 pour reprendre la première place de la poule B au détriment du Sénégal. Le civisme et les symboles de la République, les lutteurs membres de l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal ne vont plus s'y tromper. Ils ont participé à un séminaire sous la direction de l'armée nationale. Une formation jugée très utile, aidant à ne pas être qualifié de nervi, nous disent-ils, dans ce compte-rendu signé Cheikh Sadibou Diarra. Les lutteurs à la découverte du service civique. Les membres de l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal ont suivi un séminaire sous la houlette de l'armée nationale. En fait, nous voulons bien former les jeunes et les insérer dans des métiers, mais faudrait-il que ces jeunes-là puissent connaître ce qu'on appelle le civisme et l'engagement communautaire. Et aujourd'hui, ces officiers de l'armée sont venus pour apprendre aux jeunes, en tout cas les symboles de la République et le civisme en fait. Et ça a été très très intéressant. Ça permet en tout cas à ces jeunes-là de connaître l'État, la nation et les symboles de la République. Une initiative bien saluée par les lutteurs. Celui qui vous enseigne et vous permet de savoir des choses qui vous dissocient des nervis mérite tous les remerciements. Cela devait être le travail du CNG de lutte. Nous lutteurs, nous leur devons une gratitude, aussi bien ceux qui ont été formés que ceux dans l'attente d'une formation. Une reconnaissance, source de motivation pour l'association qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les pays développés comme l'Angleterre, les stadiers aident les forces de l'ordre dans les infrastructures sportives. Nous voulons collaborer avec le ministère dans ce sens. Nous voulons également mettre en place des comités de vigilance avec des jeunes. Avec de telles opportunités de reconversion, les lutteurs sénégalais, à travers leurs associations, peuvent voir leur avenir d'un bon œil. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, rappel de l'information que nous avons eue en début de journal, le rappel à Dieu de Mansour Dian, fondateur d'Icon Magazine, décédé des suites d'une longue maladie. Sa levée de corps est prévue demain à partir de 11h à l'hôpital Fann. Elle sera suivie de son enterrement au cimetière musulman de Yoff et paix à son âme. Restez avec nous. Tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info. Abdoulaye Der reçoit le docteur Bokoum, vice-président du laboratoire de recherche monétaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est pour parler d'économie. Voilà, vous savez tout ou presque. Excellente suite des programmes en notre compagnie et merci.